Bonsoir et bienvenue à cette dernière conférence du cycle Dans l'œil des artistes de notre année 2023. Donc c'est le 4e chapitre. Kapuani, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes absolument ravis de vous accueillir aujourd'hui. Et vous, comme ça, vous allez clore ce cycle de l'année 2023 qui est un cycle soutenu par la Fondation Clermont-Tonnerre. Et donc merci beaucoup à Marie-Laure d'être là aussi avec nous aujourd'hui et qui nous soutient depuis le départ de ce programme. Merci à Jean Deloisy, Frédéric Gros qui nous accompagne depuis le début pour cet échange. Et puis bienvenue à tous et à toutes, et puis un bienvenue tout particulier aux lycéens et lycéennes qui nous ont rejoints aujourd'hui. Bienvenue à vous à Sciences Po et puis profitez bien de cet échange. Belle soirée. Merci beaucoup. Merci Delphine, merci vivement. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Kapuani Kiwanga, dont vous allez voir quelques œuvres défiler. On peut déjà commencer à les faire tourner. Vous allez deviner et leur beauté et leur intérêt. On va en parler longuement. Vous savez que notre cycle est consacré à la crise de la relation et que c'est un thème que l'on a traité effectivement déjà 3 fois, je vais y revenir, et qui est intéressant. C'est un thème qui parle de l'irascible relation à l'autre dans le cadre de la vie civile ou pas. Et en général, ce sont des questions d'altérité qui caractérisent l'état de notre société, un état complexe, comme vous le savez, puisque cette crise de la relation se manifeste aussi bien à l'Assemblée nationale, dans la rue, entre les pays, dans les conflits du Moyen-Orient, dans les conflits que l'on a dans une partie du monde, parfois pour des raisons de genre, parfois pour des raisons géostratégiques, parfois pour des raisons d'économie, parfois pour des raisons liées à la biodiversité. Et tous les artistes que l'on a reçus jusqu'à maintenant, jusqu'à Kapuani qui va nous parler de cette question de la crise de la relation, que nous avons posé, Frédéric Gros, notre spécialiste, philosophe merveilleux et qui nous enthousiasme à chaque fois et avec lequel j'ai une grande joie à nourrir cette complicité, eh bien, nous allons en reparler tout à l'heure de cette crise de la relation et nous allons demander à Kapuani si ça lui inspire quelque chose et si dans son travail si fascinant, il y a une relation avec cela. Vous savez que nous avions reçu Tino Segal qui avait affirmé que l'œuvre pouvait se passer de l'objet et que l'essentiel était peut-être dans la relation émotionnelle que l'on avait avec l'autre et que l'œuvre pouvait se nicher dans ce type de relation. Nous avons parlé au contraire avec Edith Dequine qui avait un point de vue très différent et qui disait mais non, au contraire, le monde des choses est un sujet extrêmement intéressant, mais il faut pour cela que notre relation à cet univers ne soit pas, et à ces objets, ne soit pas une relation à la marchandise, mais à l'histoire même et aux significations de la constitution de ces objets. Nous avons parlé avec Thomas Saraceno, ça a été un moment passionnant aussi, et Thomas Saraceno nous a montré comment on pouvait peut-être guidé par la science des araignées, tellement plus ancienne que nous, essayer d'avoir une relation avec notre biotope qui soit non pas une prédation, mais une collaboration. Et là encore, c'est une réinvention de cette relation dont nous parlons et qui fait le sujet de notre réunion. Cette fois-ci, nous recevons Kapuani Kiwanga. Vous savez que c'est une artiste fameuse qui est performeuse. Elle fait des installations, des sculptures, des vidéos. Elle a eu le prix Marcel Duchamp il y a quelques années. Elle est en ce moment en résidence à la Villa Médicis et elle va représenter le Canada, son pays, à la Biennale de Venise de cette année, ce qui est un grand honneur, une grande difficulté aussi. Donc on sera là au mois d'avril pour découvrir ce que tu vas faire. Kapuani, on peut dire que il y a dans votre travail une relation à cette crise dont nous parlons, parce que, en général, souvent, vous mettez le doigt, en anthropologue et historienne des religions que vous êtes, vous mettez le doigt sur des histoires, des asymétries qui se sont déroulées dans l'histoire et que vous arrivez à transformer en forme et avec une douceur très particulière. C'est d'ailleurs un des grands paradoxes, nous en parlerons, c'est comment est-ce que l'on peut dénoncer quelque chose, un état déséquilibré du monde, au fond, et l'exprimer, comme vous le voyez derrière moi, avec beauté, douceur, une grâce absolue, alors que ce sont souvent des sujets tragiques qui sont évoqués dans votre travail.
Avant que je vous interroge sur cette question de la relation, je voudrais passer la parole à Frédéric et lui demander si tu pourrais, peut-être mieux que je ne l'ai fait, nous dire quelques mots sur cette crise de la relation qui nous réunit pour une dernière fois aujourd'hui, avant que nous tentions un nouveau sujet que nous gardons plein de suspense encore, mais qui est déjà esquissé, et nous en parlerons avec Marie-Laure de Clermont-Tonnerre dès demain. Merci. Alors c'est vrai que je vais commencer simplement en rappelant que, avec Thomas Saraceno, le poète des araignées, l'artiste des araignées, ce qu'on a exploré ensemble, c'était surtout le tissage de notre lien avec le monde, la nature, et il s'agissait de se rendre sensible aux murmures de présence, se rendre sensible aux murmures de présence et aussi aux vibrations même de l'être. Ce qui m'a plu dans ce que j'ai pu découvrir de l'art de Kapwani Kiwanga, c'est aussi, alors ça aussi, je veux dire par là que je l'ai pas vu encore, mais une installation ou une performance comme celle de retenue explore justement ces domaines de vibration. Mais c'est vrai que ce qui m'a intéressé particulièrement, c'est la manière dont se joue un espace et un lien tout à fait particulier avec les documents et les monuments. C'est-à-dire que c'est la crise de la relation au temps et à l'histoire qui se rejoue. Ce que j'essaye de dire par là, c'est que traditionnellement, de manière tout à fait classique, on peut dire que l'art nous a habitués à ce qu'on ait un rapport au passé qui serait un rapport de commémoration, de reviviscence. C'est-à-dire ce qu'on allait chercher dans un roman historique ou dans un tableau historique, c'est la possibilité de retrouver l'intensité d'un moment du passé comme s'il était présent, avec toute sa couleur, avec toute sa force, comme si précisément l'art était ce qui permettait de réenchanter notre mémoire. Et au fond, cette relation qui supposait quand même une version un peu linéaire et la possibilité comme ça de trouer hors du temps, je trouve que le travail de Kapwani Kiwanga n'emprunte pas, en tout cas pour moi, cette voie. C'est-à-dire qu'on a quelque chose de beaucoup plus, pas de beaucoup plus déstructuré, parce que le dire ainsi, ce serait presque péjoratif. Mais c'est vrai que là, quand on parle de crise de la relation pour l'âge contemporain, il est vrai que, et c'est surtout les générations présentes, nous sommes dans un présent qui est entièrement hanté par l'hypothèse de plus en plus crédible de la catastrophe. C'est-à-dire que notre rapport au temps se construit dans cette espèce de crise où quelque chose comme le progrès n'est plus du tout une hypothèse crédible. Et ce que fait l'art ce que j'ai pu rencontrer dans ce que j'ai vu, lu, regardé de l'art, c'est précisément une manière de réélaborer le temps et l'histoire en convoquant des fragments du passé, c'est-à-dire des documents d'archives ou des traces. Je rappelle que vous avez été anthropologue quand même au départ et qu'il y a un peu cette formation qui ressurgit, c'est-à-dire l'univers de la recherche, une manière de traquer des documents. Vous n'êtes pas complètement inconnu, et en même temps, c'est vrai que vous en faites autre chose. C'est-à-dire que je trouve, je reviendrai peut-être un petit peu après là-dessus. Oui, tu reviens là-dessus. Simplement, je finis. Je trouve que précisément, on pourrait dire ça comme ça. Vos installations et vos performances se présentent comme des possibilités d'espérer
le passé et de se rappeler du futur. C'est-à-dire qu'on a vraiment, j'allais dire, un brouillage tout à fait fécond. J'adore cette façon que tu as de dire espérer le passé et se souvenir du futur. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette vision de Frédéric Gros? Parce que c'est vrai que votre relation au passé est une relation délicate, en fait, et qui concerne l'aujourd'hui. Alors, je pense qu'il faut revenir sur des questions d'archives dans cette question, parce que c'est vrai que c'est pas le seul rencontre avec l'histoire, mais c'est peut-être là où, pour moi, ça cristallise cette difficulté, cette violence un peu dans l'archive, dans le document. Et du coup, en faisant de recherches, comme vous, étudiants, chercheurs, il y avait cette violence qui était nécessaire à faire quelque chose avec. Je ne savais pas quoi, comment, et petit à petit, je pense qu'en ma démarche d'artiste, il y avait cette volonté de créer des nouveaux documents. Donc les documents qui peuvent être Flowers for Africa qu'on voit ici. Ce serait bien qu'on en reparle profondément parce que ça correspond bien à cette question de l'archive que vous évoquez à l'instant. Et du coup, cette question d'histoire était vraiment là très percutant. Mais ça m'a pris du temps à comprendre que c'est vraiment là cette volonté de refaire, pas refaire l'histoire, mais de le réanimer. C'est exactement ça, de donner de vie de nouveau à quelque chose qui était mort. Mais ça vient aussi de passer pas mal de temps dans les collections ethnographiques, où là, c'est vraiment des maisons, des morgues. Je vois ça vraiment comme des morgues, des choses qui étaient coupées de la vie. Et de temps à autre, quand j'étais dans les expos d'art aussi, je trouvais que c'était un peu mort. Donc, de vouloir un peu réanimer les choses, de donner de souffle pour que ça vit et meure aussi, mais qu'au moins ça soit actif, vivant. C'est important que cette question d'histoire soit vivant, expérimentée, et que c'est un cycle qui est avec nous. Je voudrais, Kapuani, clarifier votre relation aux archives parce que vous mettez des mots derrière cela. C'est-à-dire que vous commencez votre travail, votre imagination, votre choix, par un certain nombre de gestes que qui, à mon avis, ont une relation avec cette recherche dans l'archive. Vous dites mes gestes, dépoussiérer, extraire, revenir, loucher, ça m'a étonné, mais pourquoi pas, retourner, replacer, fermer. Et alors, on comprend là que vous allez travailler sur des archives, mais pas forcément, et d'ailleurs on le voit très bien dans Flower pour Africa, et j'aimerais que vous nous expliquiez cela, sur ces œuvres-là en particulier, pas vraiment prendre le centre du sujet, mais l'aborder par sa périphérie. C'est-à-dire que Flower pour Africa, ce sont des rencontres politiques liées soit à la décolonisation, soit à la constitution d'un État africain, avec des cérémonies et donc des décors qui ont lié à cela. Et vous avez, je ne veux pas trop dévoiler la chose, je préférais que vous le fassiez vous-même, et vous avez choisi quelque chose de marginal. C'est tout à fait ça. Et donc d'éloquent. Merci. Donc c'est tout à fait ça, c'était ce temps passé dans les archives à Dakar, où cette première démarche a commencé, où j'ai rencontré pas mal d'images, images en mouvement, des célébrations, parce que ce n'était pas des moments de décolonisation. Pour moi, c'est vraiment les moments de naissance de notre structure, de notre façon d'être, de notre identité aussi. Et en rentrant ces images, c'était souvent des personnes qui serraient les mains ou qu'on était autour d'une table. Et je me dis, mais on connaît ces images, même si on ne connaît pas des personnes, forcément. Donc on ne va pas forcément passer de temps à être, comment on peut dire, de se ralentir et regarder différemment si c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Et moi, j'étais frustrée aussi de revoir les mêmes types d'images. Et là, après quelques semaines à regarder, j'ai vu un bouquet de fleurs qui était posé sur une table. Je pense que c'est une longue table de banquet. Et je me demandais si c'était peut-être là où je devrais regarder. C'est quelque chose qui est donc finalement très marginal par rapport à l'événement. Et en quoi cet aspect très secondaire, il n'y a rien de plus banal qu'un bouquet de fleurs pour une réunion, si je puis dire. Pourquoi est-ce que ça vous a émoustillé? Mais parce que c'était pas forcément les choses. Je veux dire. C'était pas insignifiant, vous voulez dire?
c'était aussi pas forcément une belle partie de l'image. C'était un peu brouillé, c'était pas in focus, on dit en anglais, je pense que... comment dire en français? C'était pas ciblé. Clair, c'était pas net. C'était pas net. Ouais. Et du coup, je pense que le fait que les contours, c'était aussi un peu fluide, ça laissait un peu d'imaginer qu'est-ce qui est hors cadre. Les personnes qui vivent après cette indépendance, qui sont pas présentes autour de cette table. Donc, ça nous poussait nos regards et nos pensées ailleurs, plus loin, à le vécu, le quotidien. Mais c'était juste l'image. Là, j'ai arrêté à l'image. Je n'étais pas sûre quoi faire avec. Il y avait cette idée de penser le bouquet, les fleurs. Et après, ça a pris un petit moment de comprendre, de faire un protocole qui a vraiment encadré ce processus où le photo est montré à un fleuriste qui reproduit cette bouquet, cette composition florale au mieux que la personne peut faire, mais qui va bien sûr amener ses propres goûts, ses envies, sa propre idée de qu'est-ce que c'est. Mais c'est la fragilité qui vous a plu dans cette affaire. Est-ce que cette fragilité qu'il y a dans le bouquet a une relation avec ce que vous pensez de la situation politique de ces pays ou de l'attention qu'il faut leur porter? Non, c'était plutôt le fait que c'était de vivants qui n'étaient plus vivants. Donc il y avait une C'était du vivant, c'est ça que vous avez dit? Oui, et que c'était déjà mort en fait. Donc c'était cette question de cyclicité, un cycle de vie. Aussi le fait que ça soit pas un monument. Alors, on a parlé de monument tout à l'heure, que c'était pas un monument. Je voulais pas faire un monument, je voulais pas faire quelque chose qui était figé. Je voulais quelque chose qu'on revient dessus, un peu comme un rituel qu'on fait à le Toussaint. Oui, c'est un élément d'un rituel. Je pense que même en le faisant, ceux qui élaborent une scénographie pour une réunion politique ne font pas très attention à cet aspect-là du rituel. On veut juste que ça soit pas moche pour pas se faire engueuler. Mais par contre, peut-être qu'on aura la photo, il y a un moment où vous les laissez s'effondrer, ces pauvres fleurs. Tu peux passer la photo des fleurs fanées peut-être un peu. Encore. Voilà. Oui. Donc c'est ça le chemin de cette travail, c'était de dire mais qu'est-ce qu'on fait avec ces fleurs maintenant? Est-ce qu'on veut que la beauté soit des choses qui soient mises en avant? Et c'était pas le propos de projet. C'était aussi de regarder le fin d'une vie, de regarder des choses pas forcément jolies en face et vivre avec. Donc c'était laisser le temps passer. J'ai fait du cinéma avant de faire d'art plastique. Et je pense que cette idée de sculpter le temps m'a resté un peu. Oui. D'essayer par d'autres matériaux aussi de garder ou cerner une place où l'invisible peut exister. Donc c'est quelque chose qui revient dans mon travail, cette idée de l'invisible, de un peu matérialiser l'invisible. Donc quelque part, il y a un peu de ça dans Flowers for Africa. Alors c'est assez curieux, mais alors j'ai 3 questions à vous poser d'un coup, et peut-être la dernière, c'est toi qui y répondras si tu le peux. Et c'est une surprise, tu aimes bien que ça te déstabilise, donc là je pense que j'ai une petite chance. Et donc la première question, c'est pourquoi peu à peu, et nous allons le voir au fur et à mesure du PowerPoint qui va tourner, et on y reviendra, pourquoi est-ce que les plantes sont restées importantes dans une grande partie de votre travail? Pas tout votre travail, mais une grande partie. On va en voir d'autres, on voit la une derrière nous. Et j'aimerais bien avoir votre explication là-dessus, sachant que j'ai été très ému par un petit film que vous avez fait, j'ai oublié son nom, ça veut dire le vent. Non, c'est dans la poussière, Vumbi. Vumbi, la poussière, et où vous êtes, peut-être qu'on peut regarder, c'est Vumbi, c'est de la première, je pense, on va vous le trouver, et vous êtes en train de prendre soin de façon totalement inutile d'un buisson, vous soignez, vous voilà en train de nettoyer avec un seau et une éponge quelques feuilles de ce buisson. On voit pendant le petit film qui dure quelques minutes, on voit une voiture passer. Tout ce que vous avez fait est immédiatement pulvérisé, si j'ose dire. On entend des enfants tousser derrière et vous recommencez. Et voilà, c'est un point de départ. J'ai trouvé que l'attention et le soin que vous apportez à cela est une métaphore d'une grande partie de votre travail, mais plus largement, pourquoi
les plantes. Les plantes. Je pense que c'est pas différent de ce que j'ai pu comprendre le travail de Thomas Saraceno, de vraiment d'être en relation avec ce qui nous entoure, avec notre environnement, de considérer ça comme nos cousins, de pas forcément de mettre une hiérarchie de vivants. Et du coup, les plantes, pour moi, c'était une façon d'aller vers ça. Les animaux, je trouve ça plus compliqué, mais les plantes me semblaient plus familiers quelque part. Et du coup, pour me regarder notre histoire, de regarder notre monde de notre porte d'entrée, de notre perspective, les plantes me donnaient cet accès. C'est-à-dire que si on regarde l'émigration des plantes ou l'adaptation de certaines plantes, on comprend aussi nos gestes, notre histoire, mais d'une manière nouvelle. Donc du coup, ça donne une ouverture, une créativité à pouvoir regarder de nouveau nous-mêmes. Alors, on va donner 3 exemples, on ne va pas traîner dessus parce qu'on a tellement de choses à dire, mais on va donner 3 exemples. Peut-être potomitance, par exemple, ce qui veut dire le poteau du milieu de l'habitation. Ça, c'est haïtien, me semble-t-il. Hein. De péristyle, donc du coup tu peux nous montrer potomitance. De l'espace religieuse dans le vaudou. Vas-y, explique-nous. Donc le potomitan, ce n'est pas le titre vient de cette idée d'un lien entre le monde spirituel et terrestre. Donc c'est par là que les esprits vont descendre et s'incarner dans les corps des êtres humains. Donc pour moi, qu'on voit ça, c'est un peu comme une pluie d'argent qui crée aussi peut-être une petite forêt. Et aussi cette idée de connexion entre le monde spirituel, le passé, les ancêtres, si on veut dire ça de notre manière, et le terre, le nous, et puis du coup, on peut penser aussi à les pas encore nés. Mais ce n'est pas n'importe quelle plante. Non. Donc du coup, dans Potomitan, il y a 2 plantes. Il y a le pokeweed, c'est le nom commun, et Mimosa pudica. Donc ces 2 plantes étaient utilisées, moi j'ai trouvé dans quelques recherches, utilisées comme poison. Et du coup, cette idée de penser à les plantes, pas simplement comme ornementales, mais aussi des outils de résistance, des armes qu'on n'a pas des armes complètement dit, de penser aussi cette question de violence, mais aussi de libération à travers des plantes. C'est très frappant pour moi quand je vois une œuvre comme ça et vous nous dites c'est un poison et on comprend que c'est lié à la volonté des personnes en situation d'esclavage de se libérer de leurs maîtres, de les empoisonner éventuellement mais vous le faites avec une installation qui est d'une douceur incroyable. Et c'est un paradoxe de prendre une expression, une situation violente et de lui donner une expression gracieuse. Je ne sais pas si c'est si original, parce que je pense qu'il y a une normalisation de violence qu'on a autour de nous tout le temps, qu'on peut habiller des choses qui sont très violentes. On s'habitue à ça, on a même envie de l'avoir et de reproduire. Mais ici, c'est aussi pour la beauté des choses, c'est-à-dire avoir le moment, mais c'est pas la beauté juste pour la beauté, mais de pouvoir créer un espace où on peut rester plus longuement avec des choses qui sont peut-être difficiles. Ça veut dire, est-ce que la beauté, pardon, c'est un mot qui est peut-être pas juste, mais cette grâce certaine n'est pas une façon de donner de l'importance et du respect à la chose. Je pense à le spectateur, pas aux choses. Au spectateur. Oui, ouais. à la personne qui va se trouver en face de ça. Parce que je ne veux pas reproduire en violence envers l'autre. C'est plus d'accueillir et dire, accueillir et d'avoir un peu d'hospitalité dans les œuvres que je fais. C'est de dire, mais restez avec moi un petit peu. Peut-être sur le même sujet, on pourrait commenter De Marias. Mm-hmm. Tu peux le montrer? Est-ce que ça se prononce comme ça? Oui, De Marias. De Marias, ok. Avec l'accent qu'on veut. Non, mais De Marias, pas mal. Voilà. Hop, c'était la jaune là, juste avant. Voilà. Oui.
Voilà, ça. The Marias. Parce que là encore, ça, c'est très design, très solitaire. De quoi ça parle? Donc, The Marias, ce qu'on voit ici, c'est un espace qui est peint en jaune vif. Donc déjà, le jaune est très, très joyeux, mais en même temps assez intense. Et après, on trouve ces deux socles en forme un peu de teardrop, de larmes presque, qui sont conçus plutôt pour donner de mouvement à l'installation. Et là, on trouve deux reproductions de plantes de pan, peacock flower en anglais, qui sont dans deux stades différents de développement. Et cette plante, j'ai dans une lecture sur les botaniques en Suriname, j'ai tombé sur cette plante qui était utilisée d'abord pour les personnes autochtones, mais après par les personnes qui étaient amenées de l'Afrique à Suriname en condition d'esclavage pour avorter. Donc c'était une plante qui était utilisée d'une manière pour avoir de pouvoir sur son propre corps que autrement on est dépossédé de son corps. Le choix d'utiliser, bon ça c'est pardon, j'ai pas expliqué, les sculptures sont faites en papier. C'était aussi de rendre hommage à une pratique qu'il y a eu pendant les périodes victoriennes en Angleterre, des femmes de classe aisée qui reproduisaient ces plantes pour s'occuper. Donc du coup, en parallèle, on dirait la même période de temps, on a des situations dites de femmes, et je sais ça vraiment entre guillemets, qui étaient très différents, mais qui étaient en même temps parallèles. Et en même temps, The Marias, ça fait aussi référence à Maria Sidibé Silé, je pense que je prononce très mal, mais qui était la personne qui a écrit une œuvre sur Métamorphose. Donc du coup, elle a voyagé un peu partout dans le monde, mais surtout à Suriname avec sa fille, et qui a fait des illustrations des plantes, mais en même temps des insectes qui étaient en train de changer de larve à un papillon, etc. Donc c'était par ces observations à elle qu'on a compris scientifiquement qu'il y avait cette évolution de différents insectes. Donc on a encore une autre histoire dite féminin qui était aussi liée à ce territoire, mais qui était honorée dans cette installation. Donc c'est quand même là aussi quelque chose de très violent, c'est une histoire d'avortement volontaire pour ne pas répéter la situation, que ces enfants n'aient pas à répéter une situation et puis être propriétaire de son propre corps. Voilà, parce qu'on est dans une situation de viol, de violence, etc. Alors j'ai une question à poser à Frédéric Gros. Frédéric, vous avez un collègue fameux, Emanuele Coccia, qui parle du travail de Capuani dans son catalogue, et il dit après tout, l'anthropologie est un art incarné. Et moi j'aurais plutôt pensé que l'art était une anthropologie incarnée. Qu'est-ce que vous en pensez? À froid comme ça. C'est pour mettre de l'ambiance. Oui. Est-ce que l'art serait une anthropologie incarnée? Oui. Parce que l'art parle de l'humain. Bien sûr. Alors je vais essayer d'y répondre en prenant comme fond ce que j'ai pu apprendre de l'art de Capuani. Et en me demandant au fond à quoi correspondrait cette incarnation, c'est-à-dire au fond ce qui s'incarne, ce qui se met à vibrer quand on exhume des traces, des archives, parce qu'il y a quand même un travail sur les traces, et ce qui se met à vibrer. Et ce serait une manière peut-être aussi de répondre à la question qui précédait sur ce que tu as pu appeler quelque chose comme une douceur de la violence et une énigme de cette douceur de la violence. Et j'y répondrai en développant, si tu me laisses juste 1 minute, 2 minutes, 3, quelque chose
autour d'une forme grammaticale très étrange en français, mais qui a aussi d'autres correspondants dans d'autres langues, et qui, moi, m'a frappé quand quand je me suis un peu familiarisé avec vos installations, vos performances et tout votre art. Et cette forme, c'est ce qu'on appelle le futur antérieur. Futur antérieur dont, alors je le dis déjà, c'est seulement des espèces de pics dont on dit que c'est le temps de l'archive. C'est Derrida qui dit que l'archive se conjugue toujours au futur antérieur. Et aussi du traumatisme. Lacan va dire que la définition de l'inconscient, c'est le futur antérieur. C'est un peu étrange. Et donc, je vais essayer de développer cette idée que cette incarnation dont tu parles, c'est précisément la manière dont quelque chose comme un futur antérieur se met à vibrer. Au fond, ce qui me frappe dans ce que vous faites, c'est que les archives vers lesquelles vous vous tournez sont quand même des archives qui relèvent le plus souvent d'un traumatisme. Vous avez parlé, c'est vous-même qui avez parlé de violence, d'un traumatisme, d'une violence, c'est-à-dire, alors moi ce que je retiens dans l'idée de traumatisme, c'est la dimension de rupture d'effraction, évidemment. Je pense à travail fait autour de magie magique et une insurrection. Donc, quand je parle d'une insurrection... C'est le nom d'une œuvre de Capuani. Voilà, d'une révolte où dans la linéarité, il y a quelque chose qui se casse, et précisément le propre, parce qu'il y a des traumatismes dans la vie psychique de chacun, mais aussi dans l'histoire des peuples, dans l'histoire des peuples. Et au fond, la définition du traumatisme, c'est quand même un événement qui n'est pas contemporain de sa propre signification. C'est-à-dire que quand ça se passe, on ne sait pas ce qui se passe. Ah, c'est pas mal. Ouais. Ah oui, c'est ça qui fait qu'il y a de l'effraction, de la rupture. Alors les psychanalystes vont dire c'est ça qui fait que c'est du réel et pas de la réalité. C'est du réel parce qu'on bute dessus, mais c'est pas de la réalité parce que ce qu'on appelle la réalité, c'est ce qui nous permet d'accorder un sens et de faire ça dans une continuité. Alors pourquoi est-ce que maintenant je reviens à la fois vers ta question et vers ce que j'appelle le futur antérieur? Eh bien précisément le moment où quelque chose comme ces traces du passé, alors je pense aussi à l'exposition Glow qui parle de cette pratique. Alors c'est assez impressionnant, alors je l'ai pas vu passer non, je l'ai pas en image. Oui, c'est ça, mais enfin, est-ce que vous pouvez juste... Décrire un peu? Ouais, décrire avant que je l'origine, oui. Ouais, donc Glow, c'était, c'est des sculptures en marbre, des tailles plus ou moins humains, mais des formes géométriques assez simples, minimales, on peut dire, avec des orbes ou des lignes de lumière. Et ça se réfère à... à ce moment-là, j'étais dans le Massachusetts, aux États-Unis, et j'ai trouvé une référence à une loi qui a passé dans les États-Unis coloniales, qui obligeait tout esclave, si pas accompagné par son maître, la nuit, d'avoir une lanterne allumée. Voilà, donc un peu le prédécesseur de tous les surveillances peut avoir, d'avoir une lumière qui allume pour traquer, pour voir les personnes qui étaient déplacées. C'est la lumière utilisée à des fins de contrôle, en fait. Tout à fait. Voilà. Ouais, exactement ça. Et donc, je trouve que dans ce retravail des archives, il ne s'agit absolument pas d'une espèce, encore une fois, de réactualisation, de simple réactualisation, c'est-à-dire une espèce de travail de la mémoire dans lequel on se souvient de ce qui se passait auparavant, mais d'une espèce de vibration de sens sur ces événements qui, au moment où ils se sont passés, étaient pris dans une espèce de pure dimension, d'effraction, etc. Et c'est ça qui fait que c'est du futur antérieur. C'est-à-dire, c'est le moment où précisément,
dans l'exposition Fleurs pour l'Afrique, quelque chose comme eh bien finalement ça aura été ça, ça aura été ça. Et la manière dont l'art fait résonner par rapport à un événement historique, eh bien ça aura été ça, c'est, je trouve, c'est cette incarnation qui n'est pas encore une fois comment dire, une incarnation classique, Et je trouve que c'est ça qui procure aussi pour moi cette dimension de douceur, c'est-à-dire qu'on sort de la dimension de pur réel du traumatisme, et au fond l'art est du côté de cette réalité, mais qui, je veux dire, pas la réalité comme ce qui résiste, mais au moment où quelque chose comme un sens vibre, et voilà, ça aura été ça, avec toute l'indignation politique qui peut évidemment se faire entendre. Épatant, c'est épatant. Non, mais oui. Non. Tu peux. Enfin, non, je pense à Boltanski qui disait quand tout va mal, commence le cri, et quand c'est encore pire, il n'y a plus de cri, et là commence la douceur. Et donc, voilà. Donc, je voudrais revenir, puisque je voudrais pas qu'on croie qu'il n'y a que des fleurs dans votre vie, même si ces fleurs, on se rend compte, déguisent des situations terribles parfois, mais il y a aussi un acte de voir qui est véritablement un acte une façon de scruter le réel et d'essayer de rentrer en relation avec la signification du réel. Il y a une œuvre que j'aimerais bien que l'on regarde ensemble qui s'appelle A Wall is Just a Wall and Nothing More at All. Alors, vous allez voir, ça a l'air de rien, mais ça raconte beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas de la peinture abstraite post-monochrome. Hein. Ça peut être. Si tu peux rester sur les peintures peut-être pour commencer, voilà. Donc ce qu'on voit ici, c'est linear paintings. Donc c'est une série de peintures sur plaque-au-plâtre. Et les couleurs qui sont choisies viennent des archives, de nouveau, ou des écrits. Soit des archives où on voit des échantillons de couleurs. Des fois, c'est juste des descriptions de couleurs qui viennent de différentes institutions. Donc ça peut être des écoles, les usines, les hôpitaux, les sanatoriums, les prisons. Et du coup, parmi les différentes recherches, j'ai tout simplement reproduit ces peintures bicolores qui se retrouveraient dans d'autres différentes institutions sur les murs. Et après, je l'avais aligné sur une hauteur de 160 cm de sol. Donc cette mesure n'était pas une référence à l'histoire de l'art, parce qu'on peut avoir cela aussi. Mais cette référence... Les commissaires d'expo accrochent tous entre 155 et 160 au milieu. Plus ou moins. Donc c'est un peu le consensus, on peut dire. Mais ceci était venu plutôt d'une référence d'une conférence qu'il y a eu en 1905 ici à Paris sur la tuberculose. Quand il y avait tout un influx de personnes qui venaient d'ailleurs et qui s'installaient à Paris, il y avait toutes ces questions d'hygiène sociale, publique qui s'apparaient. Et donc les architectes allemands, je ne me rappelle plus leur nom maintenant, c'était un duo, ils ont proposé de peindre les murs jusqu'à 160 avec une peinture lessivable pour pouvoir lutter contre les bactéries qui s'accumulent, puis la tuberculose qui propage. Donc toutes ces questions de hygiène, des institutions, de contrôle se retrouvent tout simplement dans ces peintures peintes sur de plaque-au-plâtre. Et je prends les plaque-au-plâtre qui sont standards du pays où je me trouve. Donc ça change aussi, c'est un peu un protocole comme Flowers for Africa, où on s'adapte aussi à l'architecture du pays où c'est présenté.
c'est l'architecture comme espace de contrôle, hein, n'est-ce pas? Oui. Mais vous allez voir que ça prend des dimensions dans la même exposition encore plus complexes. Tu peux montrer l'image d'après, voilà celle-là. Et j'aimerais bien que vous en parliez. Donc ça c'est Pink Blue, donc c'est un tunnel qu'on suit. Là c'est un tunnel parce que où j'étais invitée, c'était plus ou moins qui existait déjà. Et on a deux couleurs, en fait on a deux peintures et deux types de lumière. Donc on a une peinture rose qui s'appelle Baker Miller Pink, une rose de Baker Miller, on en parlera un peu plus tard. On a de blanc lambda entre guillemets. On a des lumières fluorescentes blanches et plus loin des lumières bleues qu'on trouve souvent dans les espaces publics, les toilettes ou en dessous des ponts, etc. Ces lumières ont été utilisées souvent pour dissuader les personnes qui peuvent utiliser la drogue intravenous pour pas voir leur veine. Donc le bleu se supprime un peu avec cette bleue, la lumière bleue. Et en même temps, on parle de le bleu de Baker Miller, ça c'est une hue très spécifique, une couleur très spécifique de rose qui était étudiée et qui était utilisée dans pas mal de prisons. Donc des études étaient faites pour essayer d'aider les prisonniers de se calmer, de contrôler leur dite agressivité. Donc ces deux couleurs et lumières se donnent une expérience vraiment physique. Donc c'est peut-être l'œuvre la plus autoritaire que j'ai jamais faite. Mais on a une vraie expérience de ces couleurs. Et c'était important que le corps vraiment inscrit dans cette voyage de compréhension qui n'est pas c'est tout simplement de lire l'histoire derrière ces choix de couleurs, mais qu'on sent cette désorientation aussi qui se fait par ces couleurs. Alors, j'aimerais que vous nous parliez, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de questions artistiques qui se posent dans ce genre d'œuvre que vous faites et qui nous enchantent, et parmi lesquelles, que reçoit-on de l'œuvre quand on n'en connaît pas l'histoire? Ça, c'est une question importante. Je crois que peut-être que vous pouvez en dire un mot. J'espère qu'il y a toujours plusieurs lectures et expériences d'une œuvre et que si c'est réussi, on peut avoir une expérience physique parce que j'espère comme vous autres qu'il y a plusieurs intelligences, des intelligences qui vont passer par les références écrites, mais nos corps assimilent et comprennent beaucoup de choses sans pouvoir des fois les articuler. Et j'espère que les œuvres d'art peuvent toucher à cette intelligence-là. Après, il y a des références culturelles, des fois, qui sont entrées dans certaines œuvres que certaines personnes ont accès, d'autres peut-être pas. Donc, il y a toujours plusieurs lectures et niveaux de relation avec les œuvres, j'espère, qui peuvent. Moi, ça me frappe beaucoup ce que vous dites, et ça montre quand même que le monde de l'art, la relation, on parle de crise de la relation à l'œuvre d'art ne peut s'établir que dans la confiance dans la confiance. C'est-à-dire qu'il faut faire un acte de confiance pour savoir que ce qui sous-tend la forme est une densité qui vaut la peine d'aller au-delà. Sinon, le carré blanc sur fond blanc de Malevich ne sera qu'une surface blanche, l'urinoir de Marcel Duchamp ne sera jamais une fontaine. Ça n'est que parce qu'il y a un acte de foi, donc un acte de relation positive, qu'à un moment donné, la relation et l'enchantement se déroulent. Quelque chose comme ça, non? Oui, et puis je pense dans mon travail, on peut en parler dans plusieurs moments dans cette conversation, il y a vraiment une recherche j'appelle ça les stratégies de sortie, donc les exit strategies, vraiment prise et retourner, repenser dans mon travail, c'est comment on peut être différemment avec l'autre, avec nous-mêmes, de voir les choses de notre angle. Et l'art, bien sûr, c'est une possibilité de faire ça. C'est un langage dans lequel on peut vraiment expérimenter avec nos corps, avec nos esprits, une autre façon d'être. Même si c'est très furtif pendant une période de l'exposition ou d'être en face d'une œuvre, mais c'est un moment qui est autre, qu'on n'est plus vraiment dans la réalité, on est dans la possibilité, on est dans le futur possible. Et ça, c'est important d'exercer le plus possible pour pouvoir sortir de certaines structures qui sont
traumatiques, qui sont violentes, qui ne servent plus. Absolument. Alors nous allons reparler d'une œuvre que vous avez vue passer, parce que c'est une œuvre qui est là en ce moment, qui est la grande œuvre du CAPC. Mais auparavant, je voudrais interroger le fameux Frédéric sur une question que tu connais par cœur, mais tu pourrais quand même en déduire quelque chose par rapport à ce que l'on a vu et ce que tu sais. C'est une question que tu connais par cœur parce que c'est une question foucaldienne et que tu es quasiment la réincarnation de Michel. C'est faudrait que je me fasse la relation à l'architecture. Il me manque les lunettes et j'ai trop de cheveux et pas assez de lunettes. Ouais. La relation à l'architecture comme violence structurelle. Oui, c'est ce que l'on vient de voir là. Bien sûr, je suis frappé par le fait qu'on trouve chez Foucault une thèse dont quelque part les installations sont l'incarnation, pour reprendre ce que tu dis. Foucault disait au fond, le pouvoir, ça n'existe pas, il n'y a que du pouvoir. C'est-à-dire une manière de sortir de cette idée que le pouvoir pourrait être quelque chose de substantiel, de statifié, et puis on serait dehors. Il y a le pouvoir qui, par exemple, on va pouvoir le rassembler dans un certain nombre de personnes, ou ou le réaliser dans un certain nombre de bâtiments, ce qu'on va appeler les lieux du pouvoir. Et ce qu'il appelle cette conception substantielle du pouvoir, qui consisterait à dire que quelque part il y a le pouvoir, et puis voilà. Il a toujours essayé précisément de casser cette représentation pour essayer de dire que le pouvoir est beaucoup plus cette espèce de relationnalité, ce qui entre nous se met à circuler avec des phénomènes de concentration qui vont produire des asymétries. Et l'idée d'asymétrie de pouvoir, je crois qu'à Poigny, enfin vous revenez beaucoup là-dedans, mais ces asymétries, ne sont jamais définitives, c'est-à-dire qu'elles sont toujours prises par des stratégies de résistance cette manière de faire du pouvoir quelque chose comme une relationnalité fluctuante, une circulation, en fait un lieu d'expérience. Et ces vibrations de pouvoir, c'est aussi ce que c'est la manière dont, par exemple, les compositions florales sont précisément réinstaurées, c'est pour faire valoir ces espèces de vibrations où on tentait de déséquilibrer le pouvoir. Je trouve que ça, c'est vraiment très présent, cette manière de faire, de faire du pouvoir ce que j'ai appelé alors je ne sais pas si le mot existe, mais en tout cas une circulation, ce que j'ai appelé une relationnalité, puisque tu parles de la crise de la relation. Et au fond, un dispositif artistique, c'est la manière dont on se pose la question comment on va faire circuler les pouvoirs là-dedans. C'est-à-dire comment le spectateur, oui, c'est-à-dire comment est-ce qu'il va être pris dans ces tissages? Comment est-ce qu'il va pouvoir précisément y résister ou alors abonder dans certains... Enfin voilà, c'est vraiment comme tu m'as posé des hypothèses, c'est vraiment des choses. Là, on a vraiment, on va parler dans le développement de l'œuvre de Capuani. On peut dire que depuis quelques années, vous arrivez à une expression d'une sensibilité assez extraordinaire, dans lequel le sens et l'expérience adviennent sans nécessairement avoir besoin du contexte. Le contexte que l'on découvrira ne fait que l'enrichir.
Et c'est le cas à Bordeaux, par exemple, où vous avez fait cette œuvre qui s'appelle Retenue. Et c'est certainement une des très belles œuvres qui a été faite dans le cadre du Musée d'art contemporain de Bordeaux, le CAPC, qui fête cette année ses 50 ans, et qui est un lieu qui, Dieu sait, a vu des chefs-d'œuvre extraordinaires de Buren, de Wolfgang Leeb, de beaucoup d'autres, Baselitz, etc. Et je me souviens d'installations depuis de Gilbert et Georges, depuis 50 ans, fantastiques. Et c'est certainement une des installations les plus marquantes. Elle est, ce que vous ne voyez pas bien peut-être, c'est que le long de ces cordes, il y a des gouttes qui se forment et qui transforment le sol en un miroir d'eau et probablement des sonorités que vous n'entendez pas là, mais qui ont sûrement beaucoup d'importance, je les devine, d'ici. Et peut-être vous pouvez nous raconter l'histoire de cette œuvre extraordinaire pendant que tu peux faire des petits allers-retours dans les 4-5 photos qu'il y a sur cette photo. Donc, Retenue, c'était une journey, une longue histoire, mais une très belle histoire. Donc, ce qu'on ne voit peut-être pas très bien dans les photos, donc je vais décrire un petit peu. Donc, on a des gouttes d'eau qui tombent de deux parties de cette installation et qui tombent dans une incision qui est dans le sol. Et peut-être quelque part, ça rejoint un peu Potomitan quelque part, parce que quand j'ai fait des recherches sur le CAPC, qui était un lieu d'ironie coloniale, donc un lieu de storage ou de... Un entrepôt. Un entrepôt, merci, un entrepôt. Il y a un sous-sol aussi, qui est utilisé, j'en suis sûre aussi, pour entreposer des choses, mais surtout, il laisse arriver le marais de la Garonne. Donc, il y a l'eau qui rentre, qui va ressortir, et cette proximité de la Garonne, c'était assez important. Je me disais, pourquoi cet bâtiment est là? Pourquoi Bordeaux est là? C'est aussi de revenir un peu en arrière en disant, parce que cette rivière est là. Vous êtes dans un estuaire, et donc le battement de cœur de la mer vient jusque dans les sous-sols de Bordeaux, et en particulier au CAPC, et vous avez l'effet des marées sous le CAPC. Ce qui est très beau et tragique aussi, puisque c'est aussi l'histoire du commerce triangulaire. Aussi. Donc il y a cette question de cyclicité, de mouvement qu'on trouve dans Flowers for Africa et d'autres œuvres aussi. Vraiment cette question d'essayer de matérialiser un flux, de ne pas être dans quelque chose de stagnant, même si on peut aller dans des choses qui semblent des sculptures que je peux faire en pierre ou autre. Et là, on a des cordes. Donc ça, c'est des cordes teintes en bleu. Et cette choix de couleur était inspiré de... j'ai consulté certaines listes avec l'équipe des matériaux qui sont passés par cet endroit. Et l'indigo, c'était un des produits qui est passé par ce lieu. Donc, je décidais d'utiliser cette bleue sur ces cordes. Et bien sûr que des cordes qui rappellent aussi le passé et la partie maritime de la Garonne qui va plus loin vers l'Atlantique. Voilà, donc mais plus qu'autre chose, il y avait vraiment cette idée de vouloir créer un espace de vibration. Vraiment, on a un effet optique qui se fait avec les cordes de différents diamètres, des distances différentes, les motifs différents, qui fait que presque les cordes dansent, mais c'est nous qui tournons autour et qu'on est avec. Donc c'est un peu d'anima dans tout ça. Mais surtout cette cyclicité, donc cette idée de l'eau qui descend dans le sol de CAPC, qui pleure un peu de cet plafond. Il y avait cette volonté d'être dans ce mouvement. Nous allons, merci Capuani. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Parce que nous allons maintenant donner la parole à la salle. Nous avons des ambassadeurs qui nous attendent et qui sont au taquet. Et je voudrais introduire Anouk Labbé. Vous auriez une question, Anouk? Oui. Où êtes-vous? J'ai besoin de allumé? Oui, ok, génial. Donc vous avez répondu à la plupart des questions qu'on avait préparées pour vous et je vous remercie, c'était vraiment passionnant. Donc on va seulement vous en poser une de plus par rapport au corps dans vos œuvres. C'est quelque chose dont vous avez pas mal parlé, etc. Et on sait que vos œuvres prennent souvent la forme d'installations assez immersives. Et donc, on voulait savoir si c'était quelque chose que vous placiez vraiment au centre de votre travail et auquel vous réfléchissiez avant même de concevoir l'œuvre, ou si c'était plutôt quelque chose qui découlait du message que vous voulez faire passer.
C'est une très belle question, merci. Donc le place du corps, très important. Le premier outil de réception. Donc du coup, c'est le premier point de contact quelque part. Donc, et comme tout ce qu'on fait, je pense que c'est de pouvoir être en relation avec les autres. Et je conçois pas forcément le corps au point de départ de projet, mais je compose en pensant à le corps qui, surtout dans les installations, qui promène dans l'installation, en pensant à des questions de mobilité aussi quand je peux accueillir ça. Mais c'est vraiment de penser de multiplier des perspectives, donc de penser à l'accord c'est un peu une chorégraphie ou un film dans ma tête, des différentes points de vue, des différents chants, contre-chants, qui va créer une narration, mais qui est assez ouvert. Mais ça passe par l'accord, bien sûr. Et la question d'échelle aussi, qui va aussi beaucoup jouer dans une appréciation de certains sujets que j'essaie de traiter. Mais peut-être cette douceur aussi est toujours là, d'essayer de vraiment accueillir des gens, de créer un petit espace pour pouvoir, comme j'ai dit tout à l'heure, rester avec les questions, de poser des questions, de réfléchir profondément. Merci Capuani. Il nous reste une seconde pour entendre la conclusion de Frédéric, évidemment, qui va nous dire cette question de la crise de la relation. Frédéric, c'est ce qui nous sépare ou ce qui nous est commun? Tu peux répéter la mission. La question. C'est Hannah Arendt qui prenant l'exemple de la table, et pour penser la politique comme l'art, disait au fond cette table, c'est à la fois ce qui nous rassemble et ce qui nous permet à chacun de trouver notre place. Donc je pense que c'est un peu les deux. Voilà. Bon, je m'en sors comme je peux. Je suis désolé. Merci à tous. Merci Capuani Kiwanga. Merci.